Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Aujourd'hui, les créateurs de Sens Exalogie ne sont pas là, mais j'ai du monde, un monde merveilleux. Je jouais probablement à ces jeux quand j'étais petit. Emmanuel Garbi est avec nous. Je suis vraiment très très heureux de t'accueillir sur ce podcast de la cellule. Emmanuel, présente-toi pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, au cas où il y en existerait. Bonjour, eh bien, écoute, je suis de mon côté ravi d'être avec toi ce soir. Je m'appelle Emmanuel, je suis auteur et éditeur de jeux de rôle depuis quelques années maintenant. Et voilà ce qu'on peut dire. Une bien belle profession qui ne paye pas, c'est une passion en fait. Voilà, plus une passion qu'une profession effectivement, puisque comme tu le dis, ce n'est pas mon métier, puisque j'ai un vrai métier qui paye les nouilles en plus. Mais voilà, c'est une passion qu'on a un petit peu professionnalisée, mais qui reste avant tout une passion. Excellent, excellent. Et donc, tu fais partie de la boîte d'édition qui s'appelle John Doe. Ouais, on va même dire que c'est moi le patron. Allez, soyons fous. On va dire que c'est toi le patron. J'imagine que ça, c'est une private joke pour Grumpf qui écoutera le podcast après. C'est exactement une private joke, même si sur le papier, effectivement, je suis gérant des éditions de John Doe. Mais en fait, la vérité, c'est que John Doe, c'est géré de manière collégiale par 4 personnes. Donc, tu as cité le groupe, effectivement, mais il y a également, parmi les 4 gérants de John Doe, Pierrick May et Mathieu Gombert, qui a l'avantage d'être assis à côté de moi. Ah, exactement. Mathieu Gombert, hello. Hello. Alors, toi, alors là, par contre, désolé, excuse-moi, mais parmi les éditions de John Doe, je ne te connaissais pas avant de découvrir ton jeu, Deadline, donc, qui est sorti récemment, là. Tout à fait, qui est sorti fin août. Alors, par contre, il faut se mettre à la place de nos auditeurs qui vont écouter ce podcast dans 3 mois. Donc, bon, récent, tout est relatif, mais en tout cas... Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de John Doe, de Deadline ? Alors, présenter un peu. Alors effectivement, si je n'ai pas été très visible jusque-là, c'est parce que je travaillais dans l'ombre, sachant que toute la lumière était occupée par le Grumpf et Emmanuel. Donc évidemment, pour se faire une place, c'est pas toujours évident. Mais bon, j'assurais un support juridique notamment pour John Doe. Ah ouais. Et jusqu'à ce qu'une idée me travaille et que je décide de me lancer dans l'écriture de Deadline. D'accord, ok. Oui, support juridique pour escroquer les nombreux auteurs qui travaillent avec nous non plus. Non. Plus exactement, en fait, sous ce mot barbare, en fait, ça veut surtout dire que Mathieu gérait pour nous un petit peu tous les aspects légaux qu'entraîne la création d'une entreprise, en fait, notamment. Quoi. D'accord, ok. C'est compliqué à monter une boîte d'édition comme ça ? Compliqué, non, mais faut savoir en fait ce qu'on veut exactement faire. C'est-à-dire quelle sera la répartition des rôles au sein de la société, savoir quelles sont les billes qu'on veut mettre, mon cher Mathieu. Savoir quelles sont les billes qu'on souhaite mettre dedans, jusqu'où on peut aller. Voilà. Et puis donc là-dessus, je sais qu'Emmanuel et le Grumpf étaient venus me voir en me disant on souhaiterait faire ça, comment est-ce qu'on peut faire ? Donc je proposais des solutions. Elles ont été retenues et donc après 5 ans d'existence, je pense que ça a plutôt 4 ans peut-être. 4 ans. Jusque-là, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Bon, c'est pas mal. Une entreprise qui roule alors, Emmanuel. T'en es content ? Vous en êtes content ? On est ravis, d'autant plus qu'effectivement, au départ, l'ambition était avant tout de se faire plaisir et c'est exactement ce qu'on fait. Donc on n'a pas... John Doe reste une petite boîte et a vocation de rester une petite boîte. Donc voilà, on est très très content de la façon dont ça tourne. Nos jeux ont trouvé leur public. Alors c'est pas un public pléthorique, mais c'est un public... Bravo, la réutilisation du mot en préparation du podcast. Que je cherchais tout à l'heure. Cette fois-ci, je l'ai pléthorique. Voilà. Donc voilà, non, on est très très content de la façon dont les choses tournent et puis de la communauté qui s'est créée autour de nos jeux et qui est vivace et active. Ça nous fait très plaisir. Il y a énormément de vie en fait autour de John Doe. C'est assez impressionnant. Dès qu'il y a un post de fait sur un forum, il y a plein de gens qui répondent. C'est hallucinant, quoi. C'est tout à votre honneur, vraiment. Et puis bon, vous avez eu l'honneur quand même d'avoir un jeu qui a très très bien fonctionné l'année dernière, Patient 13, qui n'est pas créé par l'un d'entre vous en fait. Non, effectivement, c'est donc Ino qui est venu nous voir en nous présentant son projet. Et on a eu le coup de cœur, c'est aussi simple que ça. Enfin, corrige-moi Manu si c'est le cas, mais non, c'est exactement ça. On a eu vraiment le coup de cœur pour un univers vraiment très particulier, mais qu'on a adoré. Et donc, on s'est dit c'est ce qu'il fait, c'est juste excellent, donc on va l'éditer. D'accord. Quelles sont un peu les règles, enfin les lignes éditoriales d'une maison d'édition comme John Doe ?
Emmanuel, est-ce que tu veux répondre à cette question? Parce que tu te définissais comme le boss tout à l'heure. Ouais, maintenant tu assumes. Mathieu. Alors, Emmanuel. Alors, les règles éditoriales, c'est-à-dire, si tu veux dire, sur le choix des jeux ou sur l'orientation qu'on donne aux gammes. L'orientation que tu donnes aux gammes. D'accord. Dans un premier temps. Le principe à la base de John Doe, là où on s'est retrouvés tous ensemble, c'était de dire on veut faire du jeu facile à prendre en main, rapide à mettre en œuvre, avec du matériel prêt à jouer. D'accord. C'était une des directions qui ont été prises dès le départ et qui fait qu'en fait on a fait des petits formats pratiques à transporter, plutôt courts d'ailleurs, et puis on essayait à chaque fois de mettre du scénario prêt à jouer ou du synopsis de campagne à l'intérieur, afin donc d'offrir du matériel vite assimilable et qu'on peut mettre en pratique rapidement. Tout ça parce qu'on s'était retrouvés avec le Grumpf sur le même point, qui était qu'on était tous les deux des pères de famille trentenaires et plus beaucoup de temps pour absorber de gros livres de background ou de gros livres de règles. D'accord. Donc voilà, ça c'était là, je dirais, à la base, une des orientations, ce qui ne nous a pas empêché de faire des choses qui n'étaient pas dans ce cadre-là, d'ailleurs, parfois. Mais c'était une des orientations. Après, la façon dont on construit la gamme John Doe au fur et à mesure, là, il n'y a vraiment pas de secret. C'est uniquement au coup de cœur et à l'envie, en fait. On a, aucune étude de marché ou aucune réflexion de ce genre. La seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a envie d'y jouer, est-ce qu'on a envie de le lire, quoi. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est vraiment... Alors tout à l'heure, en préparation du podcast, on parlait un petit peu de la différence qui existe entre le jeu de rôle indépendant et le jeu de rôle professionnel. Donc on en parlait tous les deux. Nos éditeurs ont déjà eu l'occasion d'être abreuvés de ce qu'est le jeu de rôle indépendant. Et puis on disait un peu tous les trois que finalement il n'y avait pas beaucoup de différence avec John Doe. Alors est-ce que vous pourriez nous parler de ça justement, de cette... Alors, disons qu'on va essayer, on essaye d'avoir une qualité professionnelle, mais contrairement à d'autres boîtes d'édition, nous n'avons pas, nous ne vivons pas de John Doe. D'accord. Donc, c'est comme le disait Emmanuel au tout début, c'est une passion et on entend d'ailleurs ce que ça continue. Et même si on essaie de tout mettre en œuvre pour que ce soit la meilleure qualité possible et tout ça qui puisse nous satisfaire, c'est vrai qu'on n'a pas de pression concernant un planning de sortie. Et c'est vrai qu'on a tendance à retarder un bouquin si jamais on estime qu'il n'est pas prêt et qu'il ne nous satisfait pas. D'accord. Donc là-dessus, on a une certaine liberté et on peut même dire que c'est un véritable luxe. Alors, il y a aussi quelque chose qui me frappe, c'est que quand vous présentez vos jeux en convention, souvent, en fait, vous dites « Ah, bah, ce jeu-là, c'est le bébé de un tel ». Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai regardé Deadline, je l'ai pris en main sur votre stand. Et puis là, tout de suite, Emmanuel, tu me dis « Ah, bah, c'est le jeu, justement, de Mathieu ». Alors, sur Deadline, c'est un peu particulier. C'est juste parce que j'ai très honte de ce jeu et donc je peux pas l'assumer. Donc, à chaque fois, c'est bien pour ça que je parle pas d'Hollywood, quoi. J'y arrive Mathieu. Pas. Alors, justement, donc là, tu dis donc Emmanuel plutôt Hollywood, toi plutôt Deadline. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on travaille chez John Doe, quand on est membre de la maison d'édition John Doe, d'avoir son jeu à soi, Mathieu? Ça veut dire que d'ores et déjà, on appartienne à la boîte ou pas, faut déjà avoir un projet relativement bien abouti, savoir dans quelle direction on veut aller. Ouais. Et ensuite, on peut faire confiance aux membres de John Doe pour mettre la pression dans le bon sens, c'est-à-dire faire des critiques constructives et vraiment pousser jusqu'au bout de la démarche et être sûr d'arriver à un produit de qualité à la fin. D'accord. Toi, Emmanuel, par exemple, pour Deadline, quel a été ton rôle dans ce projet? En fait, Deadline... Ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu comment la relation se fait entre les différents membres de la maison d'édition. D'accord. Donc effectivement, une grande partie de nos jeux sont des jeux, ce qu'on appelle nous, des jeux internes. C'est-à-dire, effectivement, ce ne sont pas des auteurs externes qui viennent nous proposer un sujet, comme l'a fait Ino, comme tu le rappelais tout à l'heure, Mathieu, avec Patient 13. Donc la majorité de nos projets sont internes, c'est-à-dire, en fait, c'est des idées personnelles à l'un d'entre nous, un des 4 donc, de John Doe. Ouais. Par contre, on fait de la même façon avec un auteur interne ou externe, c'est qu'il doit d'abord, en fait, pitcher son jeu et de préférence sous la forme d'une note d'intention de 2 ou 3 pages. D'accord.
D'accord. À partir de là, en fait, la seule question qu'on se pose, c'est est-ce que ça nous branche, quoi. Est-ce que ce jeu, on a envie de le voir se concrétiser et surtout, est-ce qu'on a envie tous de travailler dessus? Parce qu'effectivement, on veut tous avoir un impact sur les jeux qu'on édite, en fait, et on veut que ce soit un boulot commun, en fait. Donc, si tu veux, c'est à la fois faire un jeu chez John Doe, c'est à la fois une idée forte qui vient d'une personne et qui reste la possession de cette personne, hein, effectivement. Deadline, c'est Mathieu qui a eu l'idée, qui a avancé l'idée, qui a fait le plus clair du travail de rédaction, mais ça devient après un projet commun. Et alors là, si on reprend l'exemple de Deadline, typiquement, la façon de mettre en œuvre les scénarios, de les écrire, la forme en fait qu'ils devaient prendre pour être le plus jouable possible, c'est un apport du Grumpf. Moi, j'ai eu des apports plutôt sur le fond, je dirais, sur le fond de la campagne, avec des questions, des questionnements qui ont peut-être poussé Mathieu à redéfinir certaines choses ou à approfondir d'autres choses. Complètement, je confirme. Pierrick a pris en charge le système de jeu, notamment, même s'il a aussi donné des directions sur le fond. Pierrick a fait la mise en page. Voilà. Donc, alors ça c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas forcément le même auteur qui crée l'univers et qui crée le système. Non, Mathieu. pas forcément. Alors maintenant, on sait que ce soit un Pierrick ou un Grumpf, qui sont chez nous les spécialistes du système de jeu. Ils y auront beaucoup réfléchi avant, voire playtester, et donc lorsqu'ils vont le sortir, lorsqu'ils vont le proposer, en tout cas, il y aura déjà une version assez aboutie. Maintenant, lorsqu'il s'agit, alors de moi, ça j'en suis persuadé, et je pense, enfin tu me corriges, hein, Emmanuel, mais enfin je pense pas que ce soit très différent pour toi. Lorsque c'est nous on sort le background, mais ensuite on donne les directions pour le système de jeu, et ensuite on laisse un autre le faire. D'accord, ok. C'est tout à fait ça, effectivement, l'idée là sur le système, en tout cas ce qui nous concerne, parce que moi je suis incapable d'écrire un système de jeu. D'accord. Par contre, je suis tout à fait capable de voir ce que je veux en termes de système. C'est-à-dire comment le système va en fait épauler l'ambiance que je veux émuler et comment il va l'enrichir, en fait. Parce que je suis moi persuadé que le système compte beaucoup en fait dans l'ambiance qui est générée autour de la table. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple d'Hollywood, voilà. Je savais ce que je ne voulais pas, je savais ce que je voulais. Donc là, je sais pas, pour donner quelques exemples, il faut que ce soit un système meurtrier ou pas meurtrier, ou il faut que ce soit un système rapide ou un système plus précis, parce que ce que je veux émuler, c'est plus la tactique, etc. D'accord. Donc soit je suis capable de donner des directions comme ça, et puis peut-être des points précis. Sur Hollywood, par exemple, j'avais dit dès le départ, je voudrais une règle de flashback où on pourrait prendre où le joueur pourrait prendre la main sur la narration pour simuler un petit peu ce qui se fait dans les films noirs. D'accord. Voilà, ce genre de points. Après, par contre, le système de jeu, là, pour le coup, il a été conçu par le Grumpf sur la base de ses directions. D'accord. Parce que moi, je sais pas faire du tout, et lui fait ça très très bien. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous faites, c'est qu'il y en a un qui va s'occuper du système, un qui va s'occuper un peu du background, il y en a un qui va s'occuper de la mise en page. Alors, c'est peut-être pas toujours le cas, parfois c'est le même mec qui fait tout. Tout à fait, exactement. Voilà. Donc vous répartissez un petit peu les tâches comme ça, et puis ensuite, par contre, vous faites des phases de playtest quand même. Il y a toute une phase où vous allez playtester ensemble, et là, à ce moment-là, le créateur, par exemple, imaginons toi Emmanuel, t'es créateur de l'univers, tu vas dire ouais, non, là, ton système, le système que tu nous as fait pour cette partie, je le trouve pas bien, etc. C'est comme ça que ça progresse. Ouais, en fait, l'idée, si tu veux, c'est que l'auteur garde ce qu'on appelle nous le director's cut sur nos projets. Donc, en fait, effectivement, alors c'est beaucoup plus collégial que ce que tu décris là, en fait. Effectivement, la plupart du temps, on est tous impliqués à tous les niveaux. Même s'il y a des choses très techniques, typiquement, moi, je ne sais pas faire de mise en page, et Mathieu non plus, donc, effectivement, ou je ne sais pas dessiner. Donc, mais par contre, pour tout ce qui est l'élaboration des textes, c'est généralement très, très collégial. On écrit tous du background, on fait tous des retours sur le fond, sur la forme, etc. Par contre, oui, l'auteur garde à un moment le director's cut, c'est-à-dire que il est capable de dire non, ça va trop loin, ça, c'est plus dans l'esprit de mon jeu, ça cadre pas. Par contre, faut qu'il soit un petit peu musclé pour défendre ses idées, parce que la plupart du temps, ça donne des débats très amicaux, mais parfois très c'est clair, très engagés. Très engagés, voilà. C'est clair, quand on voit les fortes têtes qui fréquentent les éditions de John Doe, on imagine un peu ce que peuvent être les conversations au coin du feu. Ça doit être assez épique. Franchement, moi je rêverais d'être une petite souris et d'être justement à côté de ce foyer à vous regarder travailler. Ça doit non, mais c'est pas beau à voir. Il faut... non, là j'invoque le droit de réserve. Non, enfin, franchement, ça fait envie. Alors, est-ce que vous voudriez nous présenter un petit peu vos jeux, quelques jeux, vos coups de cœur des éditions de John Doe, et nous expliquer pourquoi ils sont géniaux et pourquoi nos éditeurs doivent à tout prix y jouer?
Deadline, commence par ton jeu. Allez, j'allais justement essayer d'être gentleman et ne pas commencer par Deadline. Non, on va être honnête plutôt que d'être gentleman. Non, commence par Deadline et puis après tu nous parleras d'un jeu particulier. Pour Deadline, ce que j'ai bien aimé dans ce jeu formidable, c'était une véritable surprise lorsque je l'ai lu. Ta tête chaude. Non, plus sérieusement, moi ce qui m'intéressait c'était de faire du pré-apocalyptique, chose que j'avais pas encore vue, et également de pouvoir jouer sur une longue période, donc 47 ans en l'occurrence. Alors une longue période en termes de temps dans la fiction, mais aussi en termes de jeu, puisque tu proposes une campagne. Tout à fait, une campagne de 12 scénarios sur 47 ans et où les joueurs vont être intimement liés au grand moment de l'histoire qu'ils vont écrire ou parfois subir. L'histoire qu'ils vont écrire. Oui, c'est ça, parce que certaines de leurs décisions vont avoir une influence, même s'ils ne s'en doutent pas forcément sur le moment, mais vont avoir une influence décisive sur l'avancée du monde. D'accord. Et évidemment, le but, c'est de le sauver, ce monde qui est promis à la destruction. D'accord. Et donc, pareil, tu as la certification John Doe on l'achète le matin, on y joue le soir. Parce que tu me dis, ça a été une longue campagne. Alors oui, effectivement, ça peut faire peur. Alors, effectivement, ça peut faire peur. Maintenant, peut-être la difficulté concernant Deadline, c'est qu'il y a des gros gaps temporels entre les scénarios. Parce qu'évidemment, 12 scénarios sur 47 ans, évidemment, il y a des nombreuses années qui peuvent avoir lieu entre deux scénarios. D'accord. Et même si des pistes sont proposées à la fin de chaque scénario et au début du scénario suivant pour essayer de combler, ça restera quand même le boulot du maître du jeu. D'accord, ok. Donc c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un jeu dont on peut dire qu'il y a énormément de travail pour le maître de jeu. Alors, c'est pas forcément un défaut. Hein. Non, mais parce que souvent on réagit. Mais quel défaut concernant Deadline? Je ne comprends pas. Non, mais clairement, le maître du jeu qui veut juste utiliser les scénarios proposés s'en sortira parfaitement bien. Maintenant, il a tout à fait la possibilité de creuser et de rajouter des choses de son propre cru. D'accord. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, dans la gamme John Doe, on s'adresse souvent à des MJ expérimentés. C'est vrai qu'on n'a pas spécialement, je te donne un exemple, la plupart du temps, par exemple, on n'a pas de description de ce qu'est le jeu de rôle dans un de nos bouquins, en fait. On part du fait que c'est acquis et il n'y a pas les 2 pages qu'on peut retrouver dans un jeu de rôle. On a eu des gens qui nous ont critiqué d'ailleurs là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à faire des jeux peut-être pour des MJ un peu plus expérimentés. Faut pas exagérer non plus. Je pense que à partir du moment où on sait maîtriser une partie, on joue au jeu de John Doe. etc. Mais par contre, c'est vrai que ce ne sont pas des outils d'initiation. D'accord. Et pourtant, c'est marrant parce que souvent, quand on parle de John Doe en magasin, pour avoir posé de nombreuses questions, parce que je me suis renseigné sur cette édition pour une simple et bonne raison, c'est qu'à un moment donné, quand Grumpf a commencé à réfléchir à cette idée de John Doe, enfin, quand en tout cas vous commenciez à y réfléchir, moi je suis arrivé avec mon projet sous le bras et il a été question, on en avait parlé un petit peu, de voir si Sens pouvait être éditable par John Doe. Et donc, du coup, je m'étais renseigné. Et c'est vrai que souvent en magasin, ce qu'on me disait, c'est bien pour du one-shot. Tu vois, c'est curieux comment on a associé ce plug and play, si j'ose dire, ce acheter le matin au soir au one shot. C'est pas sûr. La preuve, Deadline montre qu'on peut jouer en campagne. Et je pense d'autres jeux également, comme Mental d'acier. Et bien d'autres. Même tous, d'ailleurs, puisque tous ont des éléments pour jouer en campagne la plupart du temps. Maintenant, ça dépend ce qu'on appelle one shot. C'est sûr qu'effectivement, pour jouer une fois, si tu as un système de jeu très simple à prendre en main, très rapide, c'est plus simple. Donc là-dessus, on revendique tout à fait. Ça marche très bien. Après, effectivement, on a eu des gens qui, là pour le coup, c'était plutôt négatif, qui critiquaient le format en disant effectivement c'était des jeux à jeter. C'est un truc que j'ai entendu ça. Jeux jetables. Jeux jetables, voilà, c'est jeux jetables auxquels on joue peut-être une dizaine de fois et qu'on ne reprend pas après ou qu'on n'approfondit pas parce qu'effectivement il n'y a pas une gamme de 20 suppléments qui suit. Il y a pas c'est ok, mais tout à fait. J'ai pas de problème avec ça d'ailleurs, mais au final, moi c'est comme ça que je joue aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai plus le temps de faire j'ai plus le temps ni l'énergie de m'investir dans une campagne qui me demande l'absorption d'une gamme de 20 bouquins.
et dont je sais qu'elle va être exclusive pendant 4 ans parce que j'aurai pas le temps de faire autre chose. Donc du coup, faire une campagne peut-être de 10 scénarios, ou de 10 ou 12 scénarios qui vont se jouer en quelques mois et passer à autre chose, pourquoi pas. Après, le jeu n'est pas forcément jetable pour autant, parce que je peux refaire la même campagne 5 ans après avec d'autres personnes, par exemple. Mais oui, moi, j'ai pas de souci avec. Pour moi, ce qu'on peut imaginer être une critique est pour moi en fait un des points forts de notre gamme, c'est-à-dire que c'est assumé. C'est assumé que ce sont des jeux faciles à mettre en œuvre et sans suivi, donc qui ont une vie autonome et auxquels on jouera pas pendant 20 ans de suite, ça c'est sûr. Ok. Alors justement, en parlant de mise en œuvre maintenant, comment s'organise, on revient un petit peu sur Deadline, comment s'organise une partie de Deadline? Qu'est-ce qui se passe dans la partie concrètement? Que font les joueurs? Dans la partie de Deadline, alors, il faut dire que les joueurs, en fonction de la chronologie, vont avoir plusieurs casquettes et vont voir leur vie bouleversée. Donc, je vais prendre un exemple. À un moment, on va dire que ce sont des agents en fait, du gouvernement, et ils vont avoir une mission à remplir. Donc là, il y a un côté très techno-thriller. Mais par exemple, au début, ce sont des fils à papa. Et là, ils doivent résoudre une enquête, on va dire, à caractère familial, même s'ils sont issus d'une des familles les plus puissantes aux États-Unis. Donc, il y a toujours un côté enquête qui est musclé par certains points d'affrontement qui peuvent ou pas décider d'affronter d'un point de vue physique. Tu me disais justement tout à l'heure en préparation du podcast que que cet affrontement physique était meurtrier. Effectivement, le système de jeu qui est dérivé de Metal de Bloodlust, qui a été mis au point par Pierrick, se veut mortel. Et ça, c'était pour en revenir à ce qu'on disait. Létal, comme on dit. Exactement, je dis oui, je voulais que ce soit létal. Létal. Ouais, parce que clairement, le fait de s'engager dans une confrontation physique, je voulais que ce soit tout sauf neutre et que ce soit pas une méthode de résolution de l'enquête facile en disant bon là je trouve pas, bon je vais foncer dans le tas puis on va bien voir ce qu'il en ressort. Là non. Ah, ok. Donc Voilà. Et surtout savoir que les joueurs sentent que c'est très engageant ce qu'ils font et qu'ils peuvent ne pas s'en sortir. Donc qu'il y a un enjeu supplémentaire et une tension. D'accord. Donc si je comprends bien, de l'enquête avec un combat qu'il faut tout de suite éviter, ou toujours presque, enfin pas éviter forcément, mais si c'est bien préparé, ça se passe bien. Il y a pas mal d'actions quand même. Moi, ce qui m'a séduit aussi dans Deadline, c'était le côté que ça reprenait pas mal les codes des séries américaines d'action, d'espionnage, à la 24, exactement, à la 24 heures chrono, et ça c'était très sympa. Et qu'est-ce qu'on a fait ensemble. On a parlé aussi en préparation du podcast d'une grosse phase d'exploration. On apprend pas mal de choses sur l'univers du jeu en fait. C'est un jeu à secret ou pas? Alors oui, tout à fait. C'est clairement assumé. Et à chaque scénario, on découvre un gros pan de l'univers. Donc il y en aura un par exemple qui sera plus axé sur la religion et sur toutes les dérives qu'il peut y avoir avec la Deadline et la religion. Il y en aura un autre plus sur la station spatiale internationale qui depuis a été quelque peu reconvertie et ainsi de suite. Ok. Donc, pas mal de pistes à explorer. Et sinon, alors, donc, tu nous parlais d'un coup de cœur, d'un autre jeu qui t'avait beaucoup plu chez on en a déjà parlé. C'est Patient 13 Dino, j'ai vraiment été sur les fesses, pour rester poli, lorsque je l'ai lu. C'est-à-dire avec une ambiance absolument incroyable, mais et je comprends que ça ne puisse pas plaire à tout le monde. C'est vraiment très particulier. D'accord. Mais le fait de se réveiller amnésique dans un hôpital psychiatrique et se rendre compte que finalement, il n'y a pas de problème, vous pouvez appeler à l'extérieur, mais d'accord, la ligne fonctionne, c'est bien, mais par contre, vous sonnez plus d'aucun numéro. Donc c'est le genre de choses qui est un petit peu frustrant. Et voilà, ça met un peu sur les nerfs et tout le long c'est ça. Donc moi j'ai vraiment adoré. Donc voilà, au niveau du système, comment est-ce que le système permet ou garantit cette peur en fait? Alors le système ou les techniques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un maître de jeu déjà dans Patient 13? Oui. Et quel est son rôle? Oui, il y a un maître de jeu, effectivement. Ensuite, le système dans Patient 13 a la particularité d'être léger, d'être très léger, donc de s'effacer un petit peu, au profit de l'immersion, au profit de l'immersion totalement et de la narration. C'est vrai que c'est un jeu narratif. Voilà. Et après, il y a beaucoup le bouquin est constellé de pas mal de conseils en fait pour. Je crois que le maître mot de Patient 13, tu l'as dit, Mathieu, c'était pression.
Donc il y a pas mal de conseils pour mettre cette pression aux joueurs et la conserver en l'état. Et en fait, l'autre particularité de l'univers, c'est le doute, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si le personnage est lui-même fou, s'il est prisonnier de gens qui sont fous, si ce qu'il vit est réel ou pas. Et en fait, là aussi, quoi, le principe, c'est l'ignorance qui engendre l'appréhension, parce qu'on ne sait pas, en fait, on sait jamais en fait où on en est, on peut rien prendre pour garantie. Et donc c'est vrai que là il y a pas mal de conseils et d'éléments qui permettent de faire ça dans le jeu. Voilà, un type qui était comme vous un patient de l'hôpital peut très bien se retrouver demain l'un des docteurs. Donc c'est très déstabilisant parce qu'on ne voit pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'était un docteur qui se faisait passer pour un patient pour en apprendre plus sur vous? Est-ce qu'effectivement ils sont tous tarés dans cet hôpital et du jour au lendemain on peut être promu docteur alors qu'on était patient? Voilà, c'est un peu ça vraiment ce qui est séduisant dans le jeu, c'est cette ambiance un petit peu, je dirais, un peu à la Silent Hill. Moi, c'est directement le point de comparaison que j'ai avec ce jeu. Quand on m'en a parlé, parce que malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, j'ai entendu une critique très très violente à l'égard de ce jeu. J'ai envie de vous la soumettre et de voir justement comment John Doe réagit à ce genre de critique. La critique était dans Patient 13, donc l'univers est excellent, les techniques d'oppression sont excellentes, mais on a eu la sensation que seul le MJ s'amuse. Qu'est-ce que vous pensez de cette critique ? C'est pas le sentiment que j'ai eu. Alors toi, tu as été joueur, Mathieu ? Oui, moi j'y ai joué avec des amis. Et honnêtement, moi ça m'a posé aucun problème. Le maître de jeu, c'était Ino, donc, qui est le créateur non, c'était pas Ino, c'était un autre ami coutumier du jeu de rôle. Et clairement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors je sais que lui, il s'est éclaté effectivement à maîtriser Patient 13, mais on a beau savoir, enfin en plus ça étant bien placé chez John Doe, on sait que de toute façon ça va jouer sur l'ignorance. N'empêche qu'une fois qu'on est dans le jeu, on veut savoir, donc on fait tout pour. Et donc c'est cette envie, cette curiosité qui pousse. Et bon, de temps en temps, on a des choses. Ah, ça y est, enfin, on sait enfin quelque chose. Et puis, 10 minutes plus tard, c'est ah bah non, mince. Et on a envie de pousser. Et au-delà de ça, en fait, alors moi, exactement comme Mathieu, j'y ai joué également en tant que joueur et je me suis énormément amusé. J'ai beaucoup aimé ça, donc je me retrouve pas vraiment dans la critique. Mais ceci dit, je peux la comprendre. En fait, ce qui est sûr avec Patient 13, c'est que pour moi, on peut prendre du plaisir à ressentir un état de pression et de tension. En fait, je comparerais ça en fait au fait de regarder un bon film d'épouvante ou un bon film d'horreur ou un film parfois difficile. C'est pas parce que le film effectivement engendre de la tension qu'on aura au final passé un mauvais moment. Après que certaines personnes... On peut s'amuser à se faire peur. Voilà, on peut s'amuser à se faire peur. On peut s'amuser à effectivement, on peut prendre du plaisir à effectivement à avoir quelque chose qui vous colle la pression ou la tension parce que c'est intense, parce que voilà. Donc tu penses que la critique de cette personne, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est moi j'ai extrêmement flippé, donc je me suis pas amusé, mais j'avais l'impression que le MJ derrière son écran voilà, rigolait exactement bien. Et moi ça c'est totalement respectable, hein. C'est-à-dire que effectivement tu vois, je sais pas, moi par exemple j'ai beaucoup aimé jouer à Cult par exemple, et je sais que à une époque j'ai fait jouer à Cult beaucoup en tant qu'MJ, et j'ai des joueurs qui ont adoré, et j'ai un joueur un jour qui m'a dit ouais mais non, moi ça ne me plaît pas parce qu'effectivement là je viens autour de la table d'une partie de jeu de rôle pour me détendre et me retrouver dans quelque chose où il y a de la tension, ça me plaît pas, alors que d'autres ils prenaient un plaisir ludique. Donc en fait je pense que c'est exactement comme le cinéma en fait, il y a tout le monde n'aime pas les mêmes choses, on peut détester les films d'horreur, on peut trouver que l'échelle de Jacob c'est un film très éprouvant parce que très déstabilisant, etc. C'est excellent. Voilà, moi aussi c'est un de mes films préférés. Et voilà, je pense en fait pour être très simple, je pense que si vous aimez l'échelle de Jacob, voilà, vous aimerez Patient 13. Si vous n'aimez pas l'échelle de Jacob, je vous déconseille le jeu. Je pense qu'un autre versant de cette critique, c'est la frustration de ne pas connaître la fin. D'accord. Ouais. Et là, effectivement, je peux parfaitement comprendre que le joueur aimerait avoir la fin, savoir exactement ce qui se passe dans cet hôpital. Ce qui est assez marrant, c'est que tu dis le joueur, en fait, mais il faut savoir que cette critique vient d'un MJ. Oui, parce qu'en fait, la particularité... Non, mais tu as tout à fait raison. La particularité en fait, du boulot d'Ino, c'est qu'il ne donne pas la réponse non plus au MJ. Donc en fait, cette frustration est pour les joueurs et pour les MJ. Mais c'est vrai que par joueur, on peut aussi voir que le maître de jeu comme un joueur particulier. Oui, mais c'est vrai que quand on dit joueur, on pense au il n'y a pas de séparation. Mais voilà, donc en fait, le meneur de jeu ne sait pas plus en fait la réalité, puisque Ino part du fait que c'est
c'est à la personne qui gère le jeu de décider. D'accord. De prendre cette responsabilité et de choisir. Il donne des pistes, il donne plusieurs pistes, mais il ne tranche pas. Donc il dit voilà, choisissez. Et effectivement, on a des gens, et ça revient très très fréquemment sur le forum dédié à Patient 13, cette question. On a des gens qui nous disent oui, mais c'est quoi la vraie vérité? Ok, c'est super, je peux faire la mienne, mais c'est quoi la vraie de vraie? Et Ino prend un malin plaisir à dire en permanence c'est la vôtre. C'est la vôtre. Et je dois avouer qu'il y a un côté très séduisant à ne pas avoir de solution. D'accord. Ouais, c'est vraiment un côté que je trouve particulièrement séduisant. Moi, en fait, je pense surtout que si on avait une réponse, quelle qu'elle soit, en fait, on serait déçu. Oui, c'est ça. Parce que l'intérêt de Patient 13, c'est qu'à plein de moments, on se fait d'énormes films. Et si finalement on me disait, en fait, c'est ça la solution, je pense que je serais de toute façon déçu. Donc, c'est ça. Donc voilà, en fait, je pense que Patient 13, il faut jouer sur l'ambiance et la tension. Et après, je conçois tout à fait que ça ne plaise pas à tout le monde. Alors maintenant, Emmanuel, les jeux, toi, qui personnellement te botte. Alors, donc tu peux nous parler d'Hollywood, qui est un peu ton bébé chez John Doe. Est-ce qu'il y en a d'autres? S'il y a d'autres jeux sur lesquels tu Ouais, je ne parlais pas d'Hollywood. Tiens, je parlais de mon premier jeu chez John Doe qui s'appelle Final Frontier. Ah ouais. Voilà. Non, ça c'est rigolo Final Frontier parce que c'est un space-op parodique. En fait, pour être très simple, c'est une parodie de Star Trek. D'accord. Même si ça s'arrête pas là, parce que ça aborde aussi d'autres univers. Mais ouais, la principale inspiration, c'est quand même ça. Et en fait, c'est marrant parce que quand on a annoncé Final Frontier, on nous a dit que ça va être une catastrophe, ça se vendra jamais. C'est bon. Et en fait, alors effectivement, c'est pas un best-seller, loin de là, mais ça s'est très très bien vendu à notre petit niveau. Ouais. Donc ça, c'est une petite fierté personnelle. Petite fierté personnelle. Là, tu as décidé de tiquer. Ah, c'est bien. Ouais, non, mais pas du tout de manière revancharde, absolument pas. Mais c'est vrai qu'en fait, à notre surprise, effectivement, on n'avait franchement pas mis beaucoup d'espoir dans Patient 13. C'était un des premiers à être sorti. Ouais, c'est un des deux. Avec le DK, exactement, tout à fait. Au moment où on a sorti le DK. Putain, je fais bien mon boulot de journaliste, les gars. Ouais. Bien vu. Félicitations. Donc ouais, c'était effectivement voilà, ça c'est l'essence de John Doe, c'est-à-dire que par moment on sort des trucs on est à peu près sûr qu'on arrivera à le rentabiliser. Attends, avant de parler rentabilité, juste sur Final Frontier là, j'imagine qu'on va pas quitter le sujet, mais j'aurais juste moi ce qui m'a attiré, ce qui vraiment m'a plu dans ce jeu, si je peux donner mon avis, c'est le caractère un peu, j'allais dire, soap opéra, c'est-à-dire qu'il y a un côté aussi où on va avoir des relations amoureuses avec des persos de l'équipage. J'avais trouvé ça super sexy. Et puis il y a aussi, je vois Mathieu qui rigole et Emmanuel qui rigole aussi. Je crois que Mathieu, je me souviens de manière émue de ton capitaine qui avait une relation particulière avec une sorte d'éponge ou d'anémone de mer, je ne sais plus. J'invoque à nouveau mon droit de réserve. Joker. Non mais, moi ça m'a séduit. Et puis bon, toute la relation avec les espèces en fait autochtones, si je veux dire, qui était vraiment pas mal traité. Et puis bon, le vaisseau et tout, le système pour le vaisseau, j'avais trouvé ça original. Enfin, il y a plein de bonnes idées en fait là-dedans, Emmanuel. Ouais, qui sont pas toutes de moi d'ailleurs. L'idée du vaisseau, par exemple, c'est une idée d'Antoine Boza. Un petit salut à Antoine, qu'on aime beaucoup chez John Doe. Parce qu'il y a des éminences grises en fait à droite à gauche en France. Il y a une toile d'araignée John Doe ou quoi. C'est une conspiration. Des agents. Non mais donc non, alors du coup j'ai oublié ta question du coup. Donc non, c'était juste une remarque sur Final Frontier et sur ce que je trouvais bien dans ce jeu. Si tu veux rebondir là-dessus. C'est gentil. Moi, en tout cas, quand le jeu est sorti, je me suis pas dit ça va faire un flop. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit ça va cartonner. C'est vrai, c'est marrant. J'en avais parlé à Grumpf. Écoute, non, moi ce qui nous a fait plaisir dedans, effectivement, là où on s'est fait plaisir, c'est un petit peu d'abord c'est le fait de faire un jeu utopique. Ça c'était finalement assez parce qu'il est parodique, ça c'est sûr, mais donc parodique, ok, c'est bien. D'ailleurs là-dessus, après chacun l'utilise comme il le veut. Il peut finalement l'utiliser presque premier degré le jeu en enlevant quelques jeux de mots idiots, où il peut aller à fond dans le parodique, c'est pas un souci. Mais ouais, ce qui nous tenait à cœur, c'était le côté utopique en fait, c'est faire un jeu où on est des gentils et on l'assume et voilà, et ça c'était finalement rafraîchissant quoi. C'est vrai qu'en plus chez John Doe le reste de la gamme est peut-être un peu plus noir on va dire. Donc a tendance à être un petit peu plus sombre. Déjà dans ta source d'inspiration principale Star Trek, c'est déjà un peu le cas, on est déjà dans une espèce d'utopie comme ça. Ouais voilà, et puis on l'oublie peut-être souvent quand on parle de Star Trek, la série originale, parce qu'on a en tête les images kitsch, etc. Mais mine de rien, c'était une série qui avait un vrai fond humaniste très développé. N'oublions pas que c'est la première série
première série américaine où un personnage de couleur blanche a embrassé un personnage noir. Hein, donc voilà, c'était. Et puis il y avait une vraie. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, là, je ne voudrais pas me mettre à dos oui, attention. La communauté Trekkie, mais si je me souviens bien, je crois qu'il y a même eu des accusations de communisme à l'époque, que la série véhiculait des idéaux communistes, etc. C'est pas impossible. Je crois me souvenir de ça, mais c'est peut-être tout ça parce qu'il y a les bons hommes rouges, hein, c'est pour ça. La Horta, elle avait pas l'air d'être d'un bord ou d'un autre. Hein, mais enfin, une espèce de drap là. C'est vrai. C'est l'épisode le plus mythique de Star Trek. Mais bon, mine de rien, voilà cette passerelle où on avait des gens qui travaillaient en bonne intelligence, qui soient voilà. Oui, effectivement, j'essaie de me caser. Voilà, c'est cette passerelle multi-ethnique là, avec aussi bien un japonais qu'un russe, qu'un extraterrestre, un vulcain, qui était quand même un des personnages principaux. Ouais, non, c'est clair. On s'en souvient. Donc Final Frontier hérite de ça. J'espère en tout cas. Enfin, j'espère que ça transparaît en tout cas dans le bouquin. Ça transparaît. Je veux dire, pour avoir lu, avant de t'avoir rencontré, l'avoir lu, puis on sent l'humour que tu veux mettre dedans, la légèreté, mais en même temps, il y a des choses qui nous rappellent, attention, c'est léger, mais enfin, j'aime bien, ça surfe bien sur le... Bon bref, je vais arrêter de faire l'éloge de ce jeu. Donc, toi justement, Emmanuel, un autre jeu étoilé de John Doe, un truc qui n'est pas de moi, c'est ça? Qui n'est pas de toi. C'est un peu là, ouais. Ben, je saurais que j'allais dire Passion 13 aussi, mais donc du coup, Ino va encore avoir les chevilles qui enflent, donc on va arrêter là. Alors un autre jeu, j'ai dit aussi tout le bien que je pensais de Deadline tout à l'heure. Le DK dans l'ensemble. J'ai l'impression qu'il y a un... Ouais, alors le DK, tiens, sur le DK... tu me prends sur un point faible là, le DK. Voilà, justement. Alors justement, je sais que je vous prends sur un point faible. Je vous connais un petit peu. Et justement, je sais que pour vous, le DK, c'est quelque chose que vous ne referiez pas, c'était à refaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pas du tout. Non, excuse-moi, j'avais mal compris ce que tu m'as dit tout à l'heure. Là où on rigole, c'est qu'effectivement, moi, le DK, chez John Doe, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, je ne suis pas du tout spécialiste système, loin de là. Donc forcément, mon impact, si tu veux, sur un bouquin qui est du pur système, qui est une boîte à outils... Hein, excuse-moi, je n'avais pas compris. Non, mais voilà, mon impact sur un bouquin qui est une boîte à outils est forcément moindre, même si, pour le coup, j'aime beaucoup le DK. En fait, moi, ce que j'aime dans le DK, c'est juste en deux mots, hein, pour les gens qui ne connaisseraient pas le DK. Le DK, il est séparé en deux parties. En fait, il y a une partie qui s'appelle le découle, qui est en fait des règles très très light. Ouais. Et après, il y a ce qu'on appelle le décrunch, qui sont plein d'options dans tous les sens qu'on peut utiliser, ne pas utiliser, personnaliser, etc. Et d'ailleurs, c'est le décrunch qui a bien marché. En fait, sur nos forums, il y a plein de gens qui postent de nouveaux décrunch, ce genre de choses, parce que voilà, ça permet vraiment de constituer son corpus de règles à soi. En prenant des petits bouts par-ci par-là. Moi, ça, c'est typiquement un truc qui n'est pas mon trip. Donc, mais par contre, la première partie du DK, c'est-à-dire le découle, ça, je m'y retrouve complètement. C'est vraiment un système de jeu, pour le coup, simple, héroïque. Hein, ça ne sert pas à tout. Hein, on ne fait pas typiquement. On n'a pas mis on n'a pas demandé à Ino d'adapter Passion 13 en DK parce que ça ne nous paraissait pas faire sens. D'accord. Mais donc, le découle, moi, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve totalement. Alors, donc, cela dit, moi je trouve que sur les forums, globalement, si tous les retours sont élogieux, c'est sur le DK que vous avez eu le plus de difficultés à défendre pour être un... Non, peut-être, mais non, nous parfois on se rend pas compte forcément, Mathieu. Moi, avec le recul, effectivement, j'ai pas ce sentiment. Mais bon, en même temps, c'est vrai que, comme Emmanuel, je suis pas spécialement je vais faire une redondance, mais le spécialiste du DK et ce serait plutôt un Pierrick et a fortiori le Grumpf qui saurait exactement. C'est intéressant parce que quand tu dis, c'est quoi en termes de retour, c'est ça? Alors moi en termes de retour, les retours que j'ai entendus qui m'ont posé problème, c'est effectivement ce qui fait que j'ai pas acheté le jeu et que je ne l'achèterai pas. On m'a dit qu'il était buggé. Parce que le magicien, donc c'est technique. Le magicien, en gros, l'attaque est aussi basée sur l'intelligence et donc quand tu veux faire un magot, limite le magot tape aussi fort que le guerrier. Ça, c'est première critique. Peut-être. Alors, donc, non, mais bon, on va pas taper sur des cas si Grumpf n'est pas là pour le défendre, c'est un peu naze. Mais je peux donner deux critiques. C'est même pas une question de taper, hein. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Non. Bon, voilà, c'est le retour négatif. Et puis, un deuxième retour négatif, pour finir avec ça, c'est qu'on m'a dit que pour jouer des campagnes sérieuses, avoir des persos et des classes qui s'appellent les boîtes de conserve ou ce genre de choses, en fait, l'humour
peut nuire à certains types de campagnes. Bon, ben ça, Voilà. ça on plaide coupable, totalement. Donc, effectivement, le DK a été écrit avec un esprit, dans un esprit. D'ailleurs, les deux versions du DK ont Alors, été l'humour est appréciable, cela dit. C'est-à-dire oui, que non, mais après, encore une fois, c'est un choix éditorial, donc nous, forcément, on l'assume, mais je comprends tout à fait que ça plaise pas ou que ça ne puisse pas plaire à certains lecteurs. Et je le regrette toujours. Moi, quand quelqu'un, moi, juste pour replacer les choses dans leur contexte, si tu veux, je suis pas en train d'évacuer les critiques en les prenant pour, en disant qu'elles ne comptent pour rien. Pas du tout. Nous, une critique, c'est toujours intéressant. Et d'abord, c'est toujours embêtant parce qu'au final, il ne faut pas oublier qu'un livre de jeu de rôle, ça coûte cher et que quand on a acheté un livre de jeu de rôle, on aimerait bien être content de ce qu'on a acheté. Ça nous est arrivé à tous d'acheter quelque chose, pas forcément en jeu de rôle, et d'être déçu parce qu'on y trouvait. Donc moi déjà, quelqu'un qui a mis de l'argent dans un bouquin et qui ne l'aime pas, oui, ça me rend un peu triste. Là-dessus, notre boulot, c'est de faire en sorte, je dirais, d'être le plus clair possible sur les intentions du bouquin. Que ça soit cohérent, c'est-à-dire qu'effectivement, comme c'est simple comme démarche, que l'emballage du truc soit cohérent avec le fond, c'est-à-dire que si c'est bourré d'humour, on va pas faire un truc qui a l'air super sombre, quoi, parce que du coup la personne qui l'achète va être un peu déçue. Pas de trompe-l'œil. Voilà, on essaye. En tout cas, après on peut se planter, ça nous arrive. Donc là-dessus, voilà, on essaye de faire ça. Après, malheureusement, effectivement, il y a des choses qui peuvent tomber à côté. Donc, pour revenir au DK, l'humour dans le DK, c'était assumé dès le départ. Le bouquin a vraiment été conçu sur un mode assez potache, avec des conseils de jeu un petit peu marrants. Un humour un peu bubblegum. Ouais, complètement. Et c'était totalement assumé jusque dans les illustrations, etc. Et donc après, voilà, ça c'est sûr que quand tu fais une certaine catégorie d'humour, ça peut tomber à plat pour certaines personnes et c'est dommage. Donc non, je comprends tout à fait la critique. Moi, je disais en tout cas un truc, ce qui est sûr, c'est qu'avec le DK est un système générique, mais pas universel. Ah, ça c'est intéressant. Dans le sens où générique, parce qu'on peut faire plusieurs choses avec dans plusieurs univers, pas universel dans le sens où je pense qu'il ne sert pas à tout, quoi. Il a clairement été conçu pour faire du jeu décontracté et héroïque. C'est-à-dire que dans le DK, tu as des règles pour ventiler autour de toi tout un tas de seconds couteaux et t'en débarrasser très facilement pour te concentrer sur le big méchant de l'histoire. Donc voilà, donc quand tu joues un personnage motorisé en DK, tu joues un personnage héroïque. Et avec on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le système de jeu qui induit l'ambiance, en tout cas une partie de l'ambiance à table, et le DK induit une ambiance assez décontractée à mon sens. D'accord. Donc du coup, voilà. C'est vrai que jouer à un jeu d'horreur avec le DK, c'est peut-être pas... non, je pense pas. En tout cas, je vois pas ce que ça lui apporterait. En tout cas, en termes d'ambiance, ça va peut-être même le desservir. C'est ça en fait le truc. Et ça, j'aimerais bien en discuter avec le Grumpf. Ça serait carrément un thème de podcast, je pense. Jusqu'à Totalement. À quel niveau, je pense. Donc bon. Alors, on va passer... Est-ce qu'il y a d'autres jeux de la gamme que vous voudriez présenter rapidement? Est-ce qu'on a fait le tour déjà? Puis de toute façon, ce sera aux auditeurs. On pourra mettre des liens vers votre maison d'édition. On va pas les saouler avec des descriptions de tous nos bouquins. Mais maintenant, des questions plus intimes, si j'ose dire. Alors, donc, mais je crois que vous avez déjà donné une partie des réponses. Qu'est-ce que vous recherchez? Mathieu, je te vois blasé. Regarde, j'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Il a un peu peur, je pense. Qu'est-ce que vous recherchez? Pas du tout. Ma tentative de déstabilisation a parfaitement fonctionné. Qu'est-ce que vous recherchez? Enfin, toi, Mathieu, déjà, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu attends d'une partie de jeu de rôle en général? Déjà de prendre du plaisir, clairement. Alors maintenant, ça peut prendre différentes formes. Effectivement, ça peut être ressentir de la pression, du stress comme une partie de Patient 13. Comme ça peut être le fait de s'éclater et d'essayer d'optimiser les règles dans une partie de Donjons et Dragons. Maintenant, tout dépend de l'ambiance. Et c'est vrai que je vais choisir ma partie de jeu de rôle en fonction de l'univers qui sera présenté. C'est vrai qu'il peut y avoir certains jeux dont le thème ne m'intéresse pas, donc je n'irai pas du tout là-dedans. Mais c'est vrai que c'est avant tout la narration et l'univers et toute l'ambiance autour qui m'intéresse de prime abord. Ok. Et toi, Emmanuel? Sans surprise, et je pense que c'est pour ça aussi que les gens de John Doe se sont retrouvés ensemble. C'est à peu près pareil que Mathieu, en fait. C'est le plaisir de la narration. Enfin, moi, quand je viens, ça c'est très intéressant parce que pour nos auditeurs, ça les oriente aussi. Si vous aimez ça, achetez John Doe sans souci, quoi. Enfin, a priori. Alors, non, mais c'est pas faux. C'est pas faux ce que tu dis. Effectivement, il y a ce côté. Moi, quand je viens à une table de jeu de rôle, j'attends d'abord qu'on me raconte une bonne histoire, en fait. Et que les gens te racontent une bonne histoire. Ça, c'est très intéressant. Effectivement, parce que j'avoue, je suis assez peut-être traditionnel dans ce domaine-là. Moi, j'aime bien avoir un MJ
qui me raconte une histoire. Une histoire auquel je prends part et que j'influence, naturellement. C'est la base un petit peu du loisir, et donc j'attends aussi des gens à côté de moi à la table que on fasse une équipe complémentaire, sympathique et qui va ensemble progresser, ensemble faire des choses. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand le MJ il sait poser une ambiance, il sait décrire des choses, il sait répondre à ce que nous on amène également. Et je ne suis pas forcément très fan des choses bac à sable. C'est-à-dire que j'aime pas forcément qu'un MJ me dise bon ben voilà, débrouillez-vous. D'accord. Et là, on se regarde avec les autres joueurs et on se dit bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'aime bien qu'il y ait une vraie accroche, qu'effectivement, on sente quelque chose. C'est pas pour autant que les joueurs vont être téléguidés en permanence. C'est génial, je trouve, Emmanuel, d'assumer entre guillemets ça. Tu veux dire assumer d'être vieux jeu, c'est ça? Non, pas d'être vieux jeu forcément, mais d'accepter de se dire moi finalement, si j'ai pas de liberté entre guillemets ou si j'ai peu de liberté, mais que l'histoire est bien. Eh ben, j'aime ça et j'en redemande. Et moi, j'irais même plus loin. Moi, les meilleures parties que j'ai faites étaient toujours des parties linéaires. Presque linéaire. Ouais, j'ai un très bon souvenir aussi. Ouais, par exemple. Tu l'as fait la campagne? Je l'ai joué, je l'ai mené. C'est complètement énorme. C'est énorme. Non, mais c'est énorme. Bien mené, encore une fois, bien mené. C'est énorme. C'est super linéaire. Et parce que bien mené, mine de rien, tu oublies totalement la linéarité parce que tu es plongé dans l'histoire, tu es plongé dans l'ambiance. Et si à côté de toi, en plus, les joueurs sont dans le même trip que toi et contribuent à l'ambiance, ça donne un truc génial. Et donc moi, la linéarité ne me pose pas de problème à partir du moment où elle n'est pas bête. C'est-à-dire qu'effectivement. Non, mais voilà. Qui rigole aussi. C'est-à-dire que j'ai du mal quand le MJ me donne une limite que je qualifierais de bête, c'est-à-dire tu peux pas parce que ou là non parce que je l'ai pas prévu. ça forcément ça casse en fait. Donc c'est un exercice quand même un peu compliqué. Il faut être linéaire tout en ne bridant pas les joueurs. C'est pas simple. Hein. Mathieu? C'est toute la difficulté du maître du jeu, c'est à mon sens, c'est de réussir à offrir un espace de liberté mais qui est illusoire et que les joueurs ne voient pas les murs. Donc ça c'est excellent. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous, de toute façon, l'espace de liberté est illusoire en fait. Mais c'est bien, pourquoi pas? Alors ça, vraiment, ça dépend. Moi, ça m'est arrivé de maîtriser des parties de jeu où j'avais un début et j'ai pas du tout la fin. D'accord. Et là, je laisse ensuite les joueurs évoluer dans l'univers et je m'adapte à ce qu'ils font et c'est l'improvisation totale. Donc ça, là-dessus, ça dépend. Non, mais ça peut donner des choses bien. Moi, j'ai juste... c'est juste mon expérience personnelle, qui est certainement pas représentative de quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut très bien marcher. Effectivement, j'ai aussi de bons souvenirs de choses où ce sont les joueurs qui ont construit la narration en fait, à partir des éléments proposés par le MJ, mais absolument pas dirigés ou mis en place. Mais malheureusement, ça a souvent aussi donné des parties absolument décousues où on passait 6 heures à tourner en rond et à ne rien faire. Là où un bon scénar linéaire bien mené, il a une bonne ambiance, une bonne histoire, etc. Donc, non, tout à fait. Donc j'avoue que ça me plaît sans doute plus. Ouais. Ok. Donc c'est un point de vue. Moi, je fréquente que des gens qui pensent l'inverse. Mais nous, on n'est pas sectaire. Il y a pas. Non mais c'est. Moi, j'ai testé. J'ai testé quand même aussi pas mal de choses. J'ai joué effectivement sans maître de jeu, des choses comme ça. Non, mais ça peut très très bien fonctionner. Moi, j'ai effectivement vécu des choses très sympas à ce niveau-là. J'ai aussi des moments où la sauce prenait pas. Et c'était ennuyeux au possible pendant plusieurs heures. Et plusieurs heures, c'est long quand on s'ennuie. Donc moi, je suis pas du tout sectaire et pas du tout fermé. En fait, le truc, Emmanuel, je vais te dire, le truc, c'est qu'il me semble que vous tous, là, chez John Doe, vous êtes des maîtres de jeu, j'allais dire, pas professionnels, mais disons que ça fait longtemps que vous maîtrisez, vous êtes des passionnés, donc vous avez des techniques, des clés en fait, pour bien maîtriser des parties. Donc du coup, c'est facile pour vous de dire on aime bien une campagne qui soit bien menée, un MJ important, etc. Mais pensez qu'il y a d'autres types de MJ sur cette planète et il y en a qui n'y arrivent pas. Et du coup, et pourtant ils ont envie de jouer au jeu de rôle. Et pour ces gens-là, en fait, il faut pouvoir leur proposer quelque chose où on n'a pas besoin d'être un gros maître de jeu avec énormément de technique et énormément d'expérience pour... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors attends, j'essaye de... C'est-à-dire que vous partez du principe, si on écoute en tout cas le discours qui est tenu jusqu'à maintenant, qu'il y a des bons et des mauvais MJ.
indirectement. Non, honnêtement, moi j'ai pas certaines des parties, les parties les plus mémorables que j'ai faites ont été faites par des MJ débutants. Non, pas du tout. Moi non, je sais pas. En plus, moi je me méfie un peu, des gens trop, des MJ ou même des joueurs trop. Qui confondent jeu de rôle et théâtre en fait. Tu vois, ça me fait toujours un peu flipper moi parce que bon MJ n'est pas forcément quelqu'un qui a un jeu d'acteur extraordinaire. Voilà, typiquement ça. Non mais ça c'est bête à dire, mais c'est important parce que au final, moi je sais que j'ai eu des parties pourries par des gens qui croyaient, qui pensaient que super bien joué, c'était voilà. Et en fait, tu as l'impression d'assister à un one man show si c'est le MJ. Tu as l'impression que le reste de la table est bouffé par un seul joueur si c'est un joueur. Et là encore, on s'amuse pas. Pour moi, en fait, la définition d'un bon MJ, c'est un MJ qui se souvient qu'on est là pour s'amuser. Tu viens de le dire. Ouais, non, je l'ai dit. Non, mais t'as raison. Non, mais je te fais remarquer. Qu'on est là pour s'amuser, tu vois. Ouais. Et en fait, qui s'assure juste que tout le monde s'amuse. Et quand je dis que tout le monde s'amuse, lui aussi. Oui, bien sûr. MJ, il n'est pas là pour souffrir, quoi. Et donc, il est là pour s'amuser. Et en gros, c'est vrai qu'il a peut-être une responsabilité en plus. C'est de lui, il faut qu'il s'assure que les autres s'amusent tous. Ouais. Et qu'il n'y en ait pas un qui soit largué sur le côté ou qui apprécie pas la partie parce que justement, par exemple, il est étouffé par un joueur un peu trop exubérant à côté, ce genre de choses. Maintenant, de bon ou mauvais MJ, honnêtement. Mathieu. Mais bon, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est que nous, on s'adresse pas à des MJ débutants. C'est-à-dire que dans les produits de John Doe, à aucun moment, non seulement il n'y a pas de description du jeu de rôle, mais il n'y a pas non plus des conseils sur la façon de maîtriser. Oui, tout à fait. Nous, on fournit le matériel pour que le MJ ait des munitions, mais c'est vrai qu'on ne va pas leur dire jouer de telle manière. Oui, mais par contre, il y a quand même des conseils, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, dans Patient 13, pour comment mettre l'ambiance spécifique à Patient 13. Des munitions. Enfin, pour nous, ce sont des munitions pour faire ça, mais... À ce titre, justement, on a eu un débat assez houleux en fait le mois dernier avec Fabien Deneville, donc le créateur de la Bible du meneur du jeu. Je soutenais que la Bible de Vampire doit rester la base de Vampire, que la Bible de Patient 13 doit rester la base de Patient 13, et que du coup, on ne peut pas donner des conseils dans l'absolu. Quelle est votre partie là-dessus ? Sans rentrer dans... Moi, Est-ce que pour toi, Deadline peut se jouer sans les conseils de la Bible du meneur du jeu, ou est-ce que tu penses que ça peut aider ? Alors, oui, clairement, ça peut aider. Moi, ce que je pense, c'est que chacun va mettre du sien à partir du moment où il va s'approprier l'histoire et qui va décider de la restituer à d'autres joueurs. Donc, il y en a certains qui voudront peut-être jouer Deadline en mode 24 heures chrono avec des fusillades à tout va, ou bien il y en a d'autres qui vont peut-être le faire sur un mode un peu plus Cthulhu, si je puis dire, sur un ton vraiment plus enquête. D'accord. Donc ça, là-dessus, tout dépend de ce qu'on veut en faire. D'accord, ok. Emmanuel ? Ouais, je sais pas, moi sur les conseils, je sais pas, moi quand on a commencé à jouer au jeu de rôle, on n'avait pas de conseils, on n'avait pas de bible, ou je sais pas. Sans filet, quoi. C'est sans doute très bien, je sais pas une critique du tout sur le produit dont tu parles, parce que je l'avoue, je ne l'ai pas lu. D'accord. Mais donc encore une fois, je sais pas, est-ce qu'il y a besoin de technique ou de conseils ou de... En fait, la vraie question, c'est est-ce que vous, quand j'achète vos jeux, je peux me passer de la Bible de Fabien Deneville ou pas du tout ? Alors là, je vais être... tu vas avoir l'impression que tu vas avoir l'impression que j'écarte la question. Ouais. Mais en fait, ça dépend. En fait, pour moi, la réponse, ça dépend de ce que tu estimes être le boulot d'un maître de jeu. D'accord. Okay. Si pour toi, le boulot d'un maître de jeu, c'est effectivement d'être un pur arbitre, je dirais, en termes de règles, par exemple, tu auras peut-être besoin de conseils pratiques pour assimiler rapidement un système de règles et avoir des éléments de référence à portée de main. Tu vois ? Si par contre pour toi, moi c'est un peu mon cas, être maître de jeu, c'est avant tout mettre de l'ambiance et que tout le monde s'amuse et mettre un bon rythme, et je me fous des règles. Moi, c'est typiquement mon cas. Je lis quasiment jamais un système de règles. J'ai pas besoin de conseils sur ce point-là. Si par contre, moi, peut-être que je trouverais intéressant des conseils sur l'utilisation de la musique pour mettre une ambiance ou ce qu'il y a dans la Bible du meneur du jeu. Bon, tu vois, donc des conseils de ce genre-là. Ok, bon, je sais pas. Donc, une fois, je sais pas ce qu'il y a dans le bouquin, mais tu vois, je pense que voilà, c'est encore une fois une question d'appréciation de
qu'est-ce qui nous fait plaisir autour d'une table. Et en fonction de ce qui nous fait plaisir, on voit si on a besoin ou pas de certaines choses, quoi. D'accord. En fait, je suis désolé, je vous oblige un petit peu à prendre part à un débat qui n'est pas le vôtre, mais j'aurais bien voulu avoir votre avis sur le sujet. Mais je m'aperçois maintenant que si vraiment on voulait discuter de ce point-là, il faudrait qu'on rentre dans des débats et des détails techniques qui ne concernent pas ce podcast clairement, mais on aura l'occasion, je pense, d'en discuter. Donc, quel est l'avenir de John Doe aujourd'hui ? On arrive un petit peu à une conclusion. Quel est l'avenir de John Doe ? Alors, il y a des secrets, il y a des trucs, il y a des projets. Sachant que ce podcast sera publié dans 3 mois. Dans 3 mois. Alors oui, clairement il y a des secrets, mais ça on va pas les révéler parce que clairement ce sont des secrets. D'accord. Donc voilà, c'est la définition même. Maintenant des projets, oui, oui, il y en a plein les cartons. Maintenant, faut trouver effectivement le temps de les sortir. On a entendu parler d'un Bloodlust. Ah oui, Bloodlust. Alors, on peut faire rapidement le point peut-être sur les trucs qui sont effectivement prévus dans les mois qui viennent. Donc d'abord très rapidement avant Noël, donc sans doute avant la diffusion de ce podcast. pour vous qui nous écoutez, c'est du passé. Comme ça vous pourrez vérifier si on s'est planté ou pas sur la date de sortie. Donc, normalement avant Noël, il y a Tenga qui doit arriver, qui est un jeu historique sur le Japon au XVIe siècle, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Voilà, qui est un très beau projet, qui n'est pas de nous, qui est de Jérôme Larrey, alias Brand. Brand, qui est vraiment un jeu, vraiment quelque chose de très séduisant, qui nous a beaucoup plu. Et c'est la raison pour laquelle on l'a édité. Et donc ça c'est la prochaine sortie de John Doe. Ensuite, courant 2011, il y a déjà plusieurs choses. Il y a Bloodlust de Metal, donc tu parlais tout à l'heure, donc une nouvelle version du Bloodlust bien connu. En tout cas des rôlistes un petit peu âgés. Ouais. Ça commence à se faire un peu vieux. Donc voilà, donc c'est mes premiers jeux. Ouais. Donc plus qu'une seconde édition, c'est plus un remake en fait, une réécriture parce qu'ils se sont un peu approprié le truc avec l'assentiment en fait de Croc, bien sûr. On avait tous la sensation qu'il y avait quelque chose à faire avec ce jeu. Et voilà, donc du coup, là c'est pareil, sans doute que l'orientation plaira peut-être pas à certains, puisqu'ils ont vraiment fait un truc personnel à partir de Bloodlust. D'accord. Donc voilà, et ça, c'est en cours de finition. Ça devrait sortir effectivement au début de l'année 2011, mais je ne peux pas donner de date pour l'instant. Et l'autre projet qui a été annoncé, qui est en cours de développement et qui est testé en ce moment même dans une salle juste à côté de l'endroit où nous enregistrons ce podcast, c'est Quantiquité de Pierre Icmé. D'accord. Et donc Quantiquité, c'est un jeu de space opéra. En rigolant, on dit que c'est un jeu de grec dans l'espace. Mais voilà, l'idée en fait, c'est de retranscrire les guerres du Péloponnèse dans un environnement space opéra. Ça a l'air sexy comme ça. Ulysse 31, l'attaque des tridents, tout ça. Alors effectivement, il y a un côté où il y aura les tridents. D'ailleurs, je peux l'annoncer en exclusivité. Ça m'a été confirmé par Pierrick. Il y aura bien des tridents parce que merde, quand même, faut se faire plaisir. Putain, on est là pour se faire plaisir. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, ça sera aussi guerre du Péloponnèse, donc avec des affrontements de masse, avec la technologie associée dans un space opéra, et également des manipulations politiques, ce genre de choses. Et voici venir Agamemnon sur son vaisseau, suivi de ses fils et machin. J'imagine bien. Non, mais là c'est pareil, quoi. Le jeu est super séduisant, quoi. Donc c'est vraiment un truc qu'on a pris beaucoup de plaisir. On prend beaucoup de plaisir à aider Pierrick à le développer, parce que là c'est le bébé de Pierrick cette fois-ci. Complètement. Alors, encore une grande ouverture. Globalement, comment est-ce que vous voyez le monde des rôlistes dans les prochaines années ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est un monde qui est en expansion ? On parlait tout à l'heure en préparation de ce podcast avec toi, Emmanuel, et avec toi aussi, Mathieu d'ailleurs, de l'offre de jeux de rôle qui était supérieure à la demande. Tu te souviens ? Alors supérieur à la demande, on le disait, ça c'était peut-être commercialement peut-être supérieur à la demande, parce qu'il y avait beaucoup de jeux. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, comme je te disais tout à l'heure, il y a une chose en France qui est aujourd'hui, c'est que on a énormément de possibilités, c'est-à-dire qu'en fait je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Que l'on aime, je veux dire, voilà, je sais pas, de DD4 à Sens,
pour parler de ton jeu, de ton projet. Il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on ait envie de faire, quel que soit le type d'univers qu'on ait envie d'explorer, quelle que soit la façon qu'on a de jouer, et qui sont toutes respectables, que l'on joue purement narrativement sans MJ ou que ce que l'on aime, ce sont des affrontements tactiques avec des figurines sur des carrés, on a la possibilité, voilà, il y a la proposition et il y a des jeux de qualité dans tous les cas avec des démarches éditoriales qui sont finies, abouties, c'est chouette. Et puis il y a beaucoup de choses, faut pas l'oublier. Nous ça nous touche aussi toujours parce qu'on vient de là. Ce qu'on appelait, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous appelez peut-être maintenant le jeu de rôle indépendant, on appelait ça le jeu de rôle amateur. Ouais. On vient de là parce que nos premiers projets ont été faits comme ça et publiés gratuitement sur Internet. Et donc là aussi, on trouve plein de choses. Donc on peut aujourd'hui jouer des années sans dépenser un seul euro avec les ressources du net. Donc il y a énormément justement, de choses. Le net, est-ce que c'est pas aussi pour vous une crainte de voir votre maison d'édition, de toute façon tu l'avais dit au début, vous l'aviez dit au début du podcast, c'est pas de faire des thunes forcément, mais quand même, est-ce que c'est pas pour vous on vend nos jeux, donc effectivement à un moment il y a quand même un moment donné où il y a un retour on les produit, donc du coup on met de l'argent pour les produire, donc effectivement si on les vend pas après on peut plus en produire d'autres tout simplement. Mathieu, le public rôliste, tu le sens comment là? On demande à me faire de la prospective. Tu sens comment là? Attention, tu vas te fâcher avec des gens là. Ouais, c'est pas la première fois. Non, mais on peut me demander de la prospective la deadline, d'un 47 ans effectivement sur l'avenir de la Terre, il n'y a aucun souci, ça je l'écris. Maintenant sur le monde rôliste. C'est quand la deadline du jeu de rôle alors? La deadline, mais j'espère qu'il n'y en aura pas, soyons clairs. Ouais, mais moi j'y crois pas non plus, ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de la mort du jeu de rôle. Moi je ne soutiens pas du tout cette thèse, mais c'est juste pour avoir une vision de ce que les éditeurs pensent de ce public. Je pense que ça c'était dans le tout premier slogan ou accroche de John Doe, c'est-à-dire que le jeu de rôle est mort mais personne n'est venu réclamer le corps. C'est toujours en bannière sur notre site. Ça. Non, mais il a raison, Mathieu. Moi, je pense au contraire, comme toi, que c'est en train de revivre. En fait. Non seulement c'est en train de revivre, mais on l'a vu. On en a eu des signes très concrets, notamment au dernier Monde du jeu où nous étions et où tous les éditeurs ont eu cette impression, je crois. En tout cas, nous, ça a été le cas. Nous, il y a deux choses qui nous ont impressionnés. D'abord, des jeunes joueurs. Ouais, ensuite, des vieux joueurs qui avaient arrêté de jouer et qui reviennent parfois avec leurs propres enfants. Et donc, en fait, cette espèce de sentiment du quarantenaire qui a joué et qui a arrêté. Et puis qui maintenant s'y remet parce que ses propres enfants ont 10, 12, 14 ans, découvrent même la chose. Et il revient. Et donc, on a eu pas mal comme ça, de quarantenaires qui sont arrivés sur notre stand, par exemple, en disant... je n'ai pas joué depuis 10 ans, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui ? On m'a parlé de ça, et y regarder. Moi je pense qu'il y a une... Alors, je pense que de toute façon il y a un mythe qui est mort, ça c'est sûr, et je pense que le problème est réglé, c'est que le jeu de rôle n'est pas et ne sera pas un loisir de masse, quoi. Ça, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Par contre, le jeu de rôle reste vivace, alors, et se renouvelle régulièrement. Je vois pas de problème là-dedans en fait. Non, effectivement, mais il va peut-être pas... peut-être une vision pessimiste, mais il va pas évoluer plus que maintenant. Il y aura peut-être un petit peu plus de joueurs, mais il n'atteindra pas une masse critique pour sortir de la confidentialité dans laquelle il est actuellement. Moi, je serais plus optimiste que vous là-dessus. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à prendre la parole. On voit des émissions qui se montent. Il n'y avait pas d'émission sur le jeu de rôle à la télé avant. Là, il y a un des 6 de Julien Pirou. Il y a eu Double Face de la Cave Pirou. Là, il y a de plus en plus de podcasts qui se montent sur Internet. Il y a de plus en plus de choses. Les émissions dont tu parles, c'est sur No Life. Oui, bien sûr. Excellente chaîne d'ailleurs. Mais effectivement, je pense que No Life, ça reste malheureusement un poil confidentiel. Oui, je pense que tu pourras peut-être dire ça le jour où il y aura une émission sur M6. Non, mais là, c'est pas possible. Même pour le jeu vidéo, ils veulent pas. Alors, ils vont pas commencer avec le jeu de rôle. On est d'accord. Mais tu sais que mine de rien, et moi, c'est un truc dont je me suis rendu compte, notamment avec... parce que j'ai une épouse qui est enseignante et mine de rien, le jeu de rôle a super bonne presse en ce moment auprès des parents. En fait, le rôle de vilain canard qu'avait le jeu de rôle dans les années 80-90, où on l'accusait de rendre les enfants fous, suicidaires et psychopathes, c'est le jeu vidéo qui a malheureusement pris hérité cette triste charge. Et on entend des parents dire au moins avec le jeu de rôle, ils font un truc ensemble, social, alors que le jeu vidéo, ils sont tout seuls devant leur télé avec des trucs violents.
Je n'adhère pas du tout à ce discours sur les jeux vidéo, parce que personnellement, je suis aussi un joueur de jeux vidéo. Moi aussi. Et je pense que c'est un média passionnant qui, là aussi, va se développer et n'a aucun intérêt à s'auto-censurer. Parce que comme tous les médias intelligents, il peut y avoir de la place pour des jeux pour enfants et de la place pour des jeux pour adultes qui abordent des thématiques adultes, mais c'est un autre débat. Tout à fait. En tout cas, voilà, on a entendu ce discours plusieurs fois de gens qui disaient le jeu de rôle, en fait, c'est bien parce que ça leur développe l'imaginaire, c'est social, ils ne s'enferment pas. Donc tu vois, finalement, effectivement, tu as peut-être raison, peut-être être plus optimiste que cela sur le jeu de rôle. Eh bien, c'est bien. Mathieu, quelque chose à ajouter? On se quitte sur cette note positive? Ah oui, c'est bien de terminer sur une note positive. Non, mais en tout cas, merci de nous avoir reçus. Non, ouais, c'est moi vraiment qui vous remercie. Je suis très très heureux de vous recevoir. D'autant plus que vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur le podcast de la cellule, on conclut toujours nos podcasts par votre maxime, qui est râlez moins, jouez plus. Et à chaque fois, on quitte nos auditeurs sur cette maxime-là. Alors super. Quand même, c'est un super honneur de vous accueillir en plein milieu de cette seconde saison de nos podcasts et de pouvoir dire avec vous, puisque vous êtes là aujourd'hui. Messieurs, râlez moins, jouez plus. Jouez plus. Râlez moins, jouez plus. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.